Alors, il y a un adage africain qui dit que lorsque vous entrez dans un village, il y a deux choses que l'on ne vous refuse pas. On ne vous refuse pas de l'eau, mais aussi des informations du village. Et donc, étant donné que nous sommes dans un grand village planétaire, c'est le moment, mesdames et messieurs, de vous donner des informations qui prévalent aujourd'hui sur des journaux dont la parution se fait aujourd'hui. Cap du côté de Yaoundé, nous allons retrouver donc Karel Mezatia pour la première partie de cette revue de presse. Bonjour Karel, bienvenue parmi nous et surtout bon début de week-end. Bonjour, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre en direct des studios de la Cité Capitale pour la lecture transversale des journaux. Acte 1, la revue de presse démarre donc ce matin avec l'information relative au tirage au sort de la CAN qui se jouera en 2022. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que nous sommes dans la dernière ligne droite depuis le lancement il y a quelques jours du compte Arbour. La soirée tant attendue, vous le savez, aura lieu le 17 août au Palais des Congrès de Yaoundé. Rendu pratiquement 4 jours de l'événement, le journal de Marie-Claire Nanan, le journal de la rue de l'aéroport, confirme que les répétitions vont bon train. Elles s'intensifient d'ailleurs, elles vont s'intensifier ce week-end. En prélude à l'activité du grand jour, Cameroun Tribune annonce que le secrétaire général de la CAF, Véron Mesongo Omba, sera face à la presse dimanche prochain. Cameroun Tribune en parle en plus détail de la page 26 à la page 27. La revue de presse se poursuit avec le sport. Cette fois-ci, on parle avec le quotidien Émergence du football. Il s'agit toujours du football. Le quotidien privé bilingue au Cameroun nous dit ce vendredi 13 août que le tribunal arbitral du sport condamne la Ligue professionnelle de football. Émergence précise que cette condamnation s'inscrit dans le cadre de l'affaire qui oppose la Ligue à la Fédération camerounaise de football. La Ligue de football professionnel du Cameroun promet de faire appel de cette décision. Les détails sur cette actualité sportive à retrouver en page 10 du quotidien Émergence. On continue avec le quotidien Émergence, mais on parle de tout à fait autre chose à présent. On s'intéresse précisément au nouveau variant Delta de la Covid-19. C'est l'un des titres au pied de une du journal. Le Centre Pasteur du Cameroun vient de détecter 14 cas de cette autre forme de la Covid-19 en circulation à Yaoundé et Douala. Face à cet autre visage du coronavirus réputé plus farouche, eh bien, le gouvernement annonce l'intensification de la vaccination, nous dit le journal de Magnus Biaga. La mesure barrière injectable, qui, vous le savez certainement, est présentée par les autorités sanitaires comme étant le moyen le plus efficace pour se prémunir de la pandémie à coronavirus, plus que jamais recommandé. Les détails sur cette actualité à retrouver en page 3 du quotidien Émergence dans sa parution de ce vendredi 13 août. Le variant Delta a également retenu l'attention du quotidien Econews ce vendredi. Les 14 cas de cette autre forme de la Covid-19 découverts dans les capitales économiques et politiques du Cameroun dont on parlait tout à l'heure représentent une menace redoutable pour l'économie. C'est cette menace-là que le journal d'analyse et d'enquête économique évoque ce matin avec ces quelques précisions. La cote d'alerte vient d'être donnée au ministère de la Santé publique par le Centre Pasteur de Yaoundé et du coup, précise le journal, des commerçants commencent à craindre ces répercussions à long ou à moyen terme sur l'économie. Le journal revient également sur le constat selon lequel les mesures barrières semblent avoir foutu le camp au sein des entreprises, dans les marchés et même dans les espaces publics, ce qui augmente bien évidemment le risque de propagation rapide du variant Delta qui, faut-il le rappeler, fait déjà des ravages dans plusieurs autres pays du monde déjà touchés. Les détails à retrouver en pages 6 et 7 du journal Econews, parution de ce vendredi. On reste dans le chapitre consacré à la santé, même si on a évoqué tout à l'heure l'impact du variant Delta sur l'économie. Il s'agit toujours de la santé. Donc, on surfe sur la même vague avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Mbenbon, faisant allusion à la prévention du coronavirus, nous informe, illustration à l'appui, que le docteur Désiré Mintop vaccine les pygmées Baka contre la Covid. Cette couche de la population adhère
au vaccin, une adhésion qui fait suite à la sensibilisation menée par le délégué régional de la santé publique de l'Est. Il est allé rencontrer les Pygmées Baka du district de santé de Molundu pour leur parler de l'importance de la vaccination contre le coronavirus. C'était aussi l'occasion pour lui, nous dit le journal Éco-Santé, de dire à ces populations qu'elles constituent pour le ministère de la Santé publique une couche sociale privilégiée, ce d'autant plus que le patron de la santé publique a instruit que toutes les cibles soient vaccinées. Il a d'ailleurs apprécié l'adhésion de ces Pygmées Baka à la vaccination contre la COVID-19 et leur a demandé de continuer d'être des ambassadeurs de la vaccination contre toutes les maladies cibles du programme élargi de vaccination. C'est le journal de Joseph Mbengboum qui apporte toutes ces précisions, les détails à retrouver en page 9. La riposte contre la COVID-19 a également retenu l'attention du journal Le Pélican. Face donc à l'apparition du variant Delta, le gouvernement annonce une intensification de la vaccination, la communication et la surveillance aux frontières. C'est l'essentiel à retenir de la réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte au Covid-19 tenue hier à l'immeuble Étoile. Réunion présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouti. La situation vaccinale a été évoqué au cours des travaux. Moins de 500 000 Camerounais sont vaccinés à date. Le gouvernement qui souhaite atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire faire vacciner au moins 20% de sa population, soit un peu plus de 5 millions d'habitants, invite les personnes encore réticentes à accepter la vaccination. Voilà les détails que vous les retrouverez naturellement dans les colonnes du journal Le Pélican qui nous est parvenu ce vendredi 13 août. On continue la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo évoque les dossiers qui attendent le président de la République, actuellement en séjour privé en Suisse avec son épouse, dans la liste des dossiers de l'après-Genève dont parle le quotidien Mutation, les crises sécuritaires, la Covid ou le Covid-Gate, le remaniement ministériel, entre autres. Parti il y a plus d'un mois, le chef de l'État est donc attendu sur le sommet de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, précise le quotidien Mutation. Nos confrères en parlent de manière beaucoup plus précise en page 11. Le chef de l'État est également à la une du journal Diapason qui parle gouvernance ce vendredi matin selon l'hebdomadaire Pratique de l'emploi, de l'économie et des finances de François Mboké. L'avenir du Cameroun se joue en Suisse. Le voyage de Genève n'est donc pas de tout repos, nous dit le journal Diapason qui précise qu'en dehors d'un agenda personnel, la succession du président de la République Paul Biya s'y joue également. Autre précision du journal de François Mboké, outre les ambitions des puissances coloniales sur le pays, des puissants lobbies et partenaires financiers y ont leur mot. Le choix du successeur providentiel est difficile, mais pas impossible. Ce sont là des informations à retrouver en page 3 du journal Diapason, l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances de François Mboké qui nous est parvenu ce vendredi matin. Et puisqu'on parle gouvernance, le Guardian Post estime que des anglophones sont capables d'occuper certains postes de responsabilité au sein de l'administration camerounaise. Quelques-uns sont d'ailleurs cités dans le journal de Christian Ga. On peut lire le ministère des Finances, celui de la Défense, le secrétariat général de la présidence de la République, la police, la SNH, la SONARA. Bref, un peu plus d'une dizaine de postes sont cités dans le journal, d'où l'interrogation à la une de The Guardian Post, le journal de nos confrères d'expression anglaise. Are anglophones too inferior? Incompetent to head these institutions? Les détails donc sous cette information-là à retrouver en page 3 de The Guardian Post. Parlons économie à présent avec Économie. Le journal de Thierry Ekouti s'intéresse à la transformation et précisément au Made in Cameroun. Le journal L'Économie nous donne les raisons pour lesquelles ça ne décolle
toujours pas. Plusieurs entrepreneurs de ce secteur se sont d'ailleurs exprimés sur le sujet dans cette édition spéciale. Ils évoquent les freins au décollage effectif du Made in Cameroun, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ces derniers proposent également des pistes de solutions pour des lendemains meilleurs. Cette information constitue le plat de résistance du journal de Thierry Ekouti. Les détails de la page 3 à la page 11, c'est dire à quel point nos confrères ont consacré beaucoup d'énergie à cette actualité relative donc au décollage du Made in Cameroun. Toujours en économie, le journal Canal Express marque un temps d'arrêt sur la vie chère et l'enrichissement illicite. Le bi-hebdomadaire d'information générale de Samuel Elvis Manson s'intéresse précisément à la colère des populations sur la maigreur du pain. En effet, nous dit Canal Express, malgré le rappel à l'ordre du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangna, le flou persiste toujours chez les commerçants. Le pain est toujours cher, précise le journal, qui ajoute que certaines grandes surfaces ont fait fabriquer leurs emballages plastiques biodégradables avec leurs plaques publicitaires pour faciliter l'emballage gratuit des produits à leurs clients. D'autres, comme les boulangeries, ont plutôt trouvé une autre occasion de fabriquer et commercialiser les leurs, en plus des produits achetés, des éléments parmi tant d'autres à retrouver dans les colonnes du journal Canal Express qui nous est parvenu ce vendredi matin. Et avec Canal Express, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte en direct des studios de la cité capitale. C'était la dernière sortie de la semaine. L'exercice poursuit du côté de Douala, resté donc scotché. On prend le pouls là, de l'information du côté de la cité capitale, la cité économique, avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel Mezacha Choya, ce qui fait la une des journaux du côté de Douala, eh bien ce sont les inondations dans la ville de Douala. Et ce matin, avec la nouvelle expression, on s'intéresse justement à ces inondations dans la ville de Douala. Il faut dire clairement avec la nouvelle expression que les inondations plongent chaque année les populations de certains quartiers de la ville de Douala dans une situation cauchemardesque. Pendant les fortes pluies, cette cité balnéaire est propice à ce phénomène à cause de la faiblesse de son altitude moyenne dans plusieurs quartiers populaires, notamment Bepanda, Makepe, Bonaberi, Bilongue, qui se trouvent quasiment en dessous du niveau de la mer. Nous apprend ce matin la nouvelle expression en kiosque ce vendredi. Le facteur humain peut être cité comme étant l'une des principales causes de ces inondations dans la capitale économique du Cameroun. Les inondations découlent principalement des activités en rapport avec l'urbanisation, notamment la construction des habitations dans les Tolk et le barrage des drains Bepanda, Makepe, Bopi, Kanyabasi, entre autres. Le rejet des ordures et objets encombrants dans les cours d'eau. Ces réalisations humaines couplées aux pluies intenses finissent le plus souvent dans une situation regrettable. Au début du mois d'août de chaque année, rappelons-le, c'est une véritable panique dans certains quartiers. Pour contourner ce problème, il est important de mettre en place un projet de drainage pluvial qui permettra indubitablement d'améliorer les conditions de vie des populations de Douala en assurant le drainage pluvial de la ville et en aménageant plusieurs quartiers riverains des drains. Un conseil donné ce matin par le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et le quotidien s'intéresse également aux Jeux Olympiques et nous donne ce matin les raisons de la débâcle des Lions, du moins des Camerounais de ce côté de Tokyo. Le journal nous parle en pages 5 et 8 des guerres de clans, des intérêts égoïstes et de la mauvaise préparation. Et bien sûr, des experts décryptent justement la mauvaise prestation de l'équipe olympique du Cameroun à Tokyo 2021. Décryptage à retrouver ce matin dans la nouvelle expression. En tout cas, quelques précisions pour en savoir. Les athlètes du Cameroun n'ont joué aucune finale.
Ils ont été éliminés pour la majorité dès l'entame de la compétition dans toutes les disciplines, en dehors de la porte-étendard émilienne Tchako qui a perdu l'unique chance du Cameroun de gagner la médaille de bronze en lutte. Tous sont passés à côté de la compétition, regrette ce matin la Nouvelle Expression. Et bien sûr, la Nouvelle Expression qui nous apprend également que comme cause de cette mauvaise prestation de l'équipe olympique du Cameroun à Tokyo 2020, un doigt accusateur est porté sur l'impréparation des représentants du Cameroun. En fait, les athlètes camerounais n'ont pas eu une bonne préparation. C'est à un mois de la compétition qu'on a vu les responsables du comité olympique et sportif du Cameroun s'activer. Pourtant, des mois avant, les athlètes étaient abandonnés à eux-mêmes. Peut-on apprendre ce matin dans la Nouvelle Expression? Et à côté de l'impréparation des athlètes reconnus comme l'apanage du Cameroun, le conflit entre les athlètes et leur fédération sont aussi pointés du doigt dans cet échec à Tokyo. Des informations à retrouver ce matin dans la Nouvelle Expression. Et la Nouvelle Expression s'intéresse également au sommet de la CEMAC et nous apprend qu'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État est donc prévue pour le 18 août 2021. Les détails à retrouver ce matin dans la Nouvelle Expression en kiosque ce vendredi. Et ce vendredi, on s'intéresse au football professionnel cette fois-ci avec le messager qui nous parle du désaveu du tribunal arbitral du sport. Et bien sûr, le TAS confirme tout simplement le retrait de l'organisation des championnats Elite 1, Elite 2 à la Ligue professionnelle de football. Information à retrouver en page 10 du journal qui nous apprend que le tribunal arbitral du sport a confirmé hier, jeudi 12 août, la décision prise par la Fédération camerounaise de football le 4 novembre 2020 de retirer à la Ligue de football professionnel du Cameroun l'ensemble des compétences à elle déléguées. Et bien sûr, le journal fait savoir que la Ligue qui devait collaborer avec la FECAFOOT a au contraire confronté cette dernière pour des prétendus vices de forme, démontrant de cette manière l'absence de volonté constructive de rétablir une situation normale au sein du football camerounais. La Ligue aurait ainsi eu uniquement à convoquer une assemblée générale en une seule fois et rapidement afin de remplacer les membres du conseil d'administration de la Ligue ayant perdu leur qualité. Au lieu de cela, plusieurs convocations ont été envoyées sur une courte période par le président de la Ligue, contribuant ainsi à la confusion alors qu'une faction de clubs membres de la Ligue décidait aussi de convoquer une assemblée générale pour décider de la dissolution de la Ligue, écrit l'instance basée à Lausanne en Suisse. Des précisions à retrouver ce matin dans le Messager. Et le quotidien s'intéresse également au Covid-Gate, cette fois-ci autour de Gabriel Barobé qui est sur la sellette. C'est d'ailleurs la une principale du journal Le Messager. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est donc soupçonné d'avoir violé les règles et procédures de la commande sur l'utilisation des fonds affectés à la gestion de la crise. Les détails à retrouver en page 5 du journal ce matin et des détails qui nous font savoir également que alors que tous les projecteurs sont braqués sur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, et Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, dans la gestion des fonds alloués à la riposte nationale contre le Covid-19, et pendant que l'on assiste à un pugilat médiatique, attaques sordides et révélations glaçantes, écrit le Messager de ce jour, il ne faut pas perdre de vue que plusieurs autres départements ministériels ont également reçu les fonds de l'État. Tenez, par exemple, nous indique le Messager, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en consultant le document signé du ministre Gabriel Barobé le 16 octobre 2020 qui liste les marchés octroyés par ce ministère, l'on y découvre d'énormes incongruités, irrégularités et violations des procédures de la commande publique. Au total, 18 marchés publics ont été octroyés pour un montant de près de plus d'1 milliard de francs CFA selon les chiffres publiés par le Minadet pour acheter des tracteurs, des motocycles, des motopompes, des engrais, des semences, des insecticides et bien d'autres produits dont
dont l'opinion justement interroge toujours la pertinence de telles dépenses dans la lutte contre le coronavirus. Voilà des informations à retrouver ce matin dans le journal Le Messager. Et ce matin, on s'intéresse à un sujet plutôt particulier et assez intéressant. Et oui, il s'agit de la controverse autour de la supposée réussite du candidat Falaye Koulou au probatoire. C'est du côté de Garoua. Il s'agit d'un défi manqué pour le candidat de 62 ans au probatoire. En effet, sur les 16 938 candidats inscrits sur les listes de l'OBC, cette année 2021, le candidat Falaye Koulou est l'un des candidats au probatoire de l'enseignement général session 2021 dans la région du Nord. Les résultats rendus publics au soir du mercredi 11 août 2021 suscitent une curiosité de plus sur les réseaux sociaux. Dès la matinée, il a été annoncé admis, ce candidat-là. On a même aperçu des images de lui en pleine célébration au marché où il exerçait avec d'autres commerçants, souligne l'Œil du Sahel ce jour. Le candidat a ainsi été contacté par l'Œil du Sahel au téléphone dans l'après-midi du 12 août 2021 et le journal apprend le candidat, autant pour moi, avoue avoir réussi avec brio à son examen, bien qu'il n'ait pas lui-même vérifié avec certitude de son résultat. Et bien sûr, le journal s'est rendu sur le site, du moins au lycée de Ndjamputu, où les listes ne sont pas encore affichées. Seulement, face à son euphorie, un confrère en possession du bordereau des résultats affirme mordicus que le nom de Falaye Koulou ne figure pas sur la liste des admis au probatoire 2021. Et justement, avec l'Œil du Sahel, à sa une principale, on s'intéresse au renouvellement des organes de base du RDPC, où 23 présidents de session RDPC ont été écartés dans le Grand Nord. Les précisions de cet acte-là se retrouvent dans ce journal ce matin. Il faut dire tout simplement que le renouvellement des organes de base du parti au pouvoir n'a pas la même saveur pour tout le monde. Il en est ainsi de certains présidents de session mis au banc pour mauvais résultats. En effet, dans la circulaire du président national de ce parti qu'est le RDPC, datée du 8 juillet 2021, et spécifiquement dans la rubrique conditions supplémentaires spécifiques pour les candidats et candidates aux fonctions de président ou de présidente de bureau de session, il est écrit entre autres ceci, je cite, avoir conduit le RDPC à la victoire aux élections municipales du 9 février 2020 dans la session pour les présidents et présidentes de bureau de session RDPC en poste. Dans la pratique, le parti au pouvoir écarte donc tous les présidents de session partout où il n'a pas remporté l'élection municipale. Et globalement, dans les régions septentrionales, ils sont donc 23 présidents de session à être concernés par cette disposition. Visage, nom à retrouver ce matin dans l'Œil du Sahel. Rappelons tout simplement que les opérations de renouvellement des organes de base de la formation politique au pouvoir, du moins le RDPC, ont été lancées le 7 août 2021 et devront s'achever le 30 septembre 2021. C'est avec ce journal que nous bouclons cette revue de presse ce vendredi matin. Merci. Junior Hussein, rendez-vous donc lundi. Ce sera à partir de 7h, 1h de moins en temps universel pour une autre édition de la revue de presse. Mais vous conviendrez, Junior Hussein, de même que nos téléspectateurs qui ont certainement vu des clichés sur toutes les chaînes de télé locales. C'était pas facile ce jeudi 12 août 2021, autant pour moi, en raison justement de ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique depuis pas mal de temps, qui ont désormais fait leur loi justement dans cette partie du pays. Et on est en droit au vu justement des dégâts parce qu'on parle des pertes en vies humaines, inondations et une circulation systématiquement aux arrêts. Mais on n'est pas resté insensible face justement à cette descente de quelques autorités sur les lieux, en l'occurrence le gouverneur de la région du littoral et bien sûr le maire qui a d'ailleurs promis justement un plan d'assainissement de nos drains. Et d'aucuns diraient que ça sonne comme du déjà entendu, mais mieux vaut tard que jamais.
Écoutez, Patricia, bonjour. Merci. Fidil, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. C'est du déjà entendu, ça c'est ce qui est dit. Et c'est ce qu'on continuera de dire. Vous savez très bien qu'au Cameroun, et comme dans tous les pays du monde, le gouvernement en place, quel que soit ce que le gouvernement fera, il y aura toujours des insuffisances parce que un gouvernement a pour rôle d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc du coup, même si le gouvernement vient construire dans chaque maison une petite case où vous aurez à manger continuellement, cette famille-là vous dira toujours qu'elle a faim. C'est normal. Mais elle le dira avec raison. Cela se prouve déjà en voyant ce qui s'est passé dans la ville de Douala hier seulement. On voit combien de fois la communauté, du moins la mairie de ville de Douala, se débrouille comme, n'est-ce pas, elle peut pour pouvoir construire des drains, aménager des drains, curer des drains, mais cependant, c'est assez insuffisant. La preuve, c'est que on a vu encore, alors qu'on espérait qu'avec les pluies, il y aurait moins d'inondations à Douala, eh bien, les inondations font donc le grand retour. Et hier, justement, la catastrophe, c'était du côté de Bonamoussadi, sur le pont Bagna, où il y a un drain, justement. Mais je tiens à rappeler que ce drain-là commençait à être curé sur une distance de près de 600 mètres en partant de l'amont. L'aval, il y a du mal à travailler, comme précisait justement l'entreprise qui était sur le chantier, parce que nous étions sur le terrain avec le maire de la ville, Roger Bassadine, ainsi que le premier adjoint préfectoral du Vouri, et bien sûr l'entreprise en charge de curer et de calibrer le drain Bagna du côté de Bonamoussadi. Et bien sûr, cette entreprise s'est donc prononcé sur la situation parce que, interrogé par le maire de la ville, souvenez-vous, je vous avais dit qu'une fois, les grands conseillers ont pu descendre pour apprécier les travaux entamés et ces grands conseillers sont plaints que les entreprises sur place ont du mal à travailler, du moins traînent à avancer sur les chantiers. Alors hier justement, l'entreprise en charge de drainer, de curer le drain du côté de Bonamoussadi a fait savoir qu'elle a pu travailler sur 600 mètres de distance. En un an? Je ne sais pas. Je préfère éviter de dire ce que vous dites là. Je ne sais pas si c'est en un an, mais au moins ce que je sais, c'est qu'elle a dit qu'elle a pu travailler sur 600 mètres de distance, partant de l'amont. Au niveau de l'aval, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce que des populations, des hommes et des femmes ont construit sur des drains. Il y a des habitations tout au long des drains. Et ça fait que même parfois le drain est obligé de dévier pour ne pas toucher les populations. Mais quand nous sommes dans une société où les populations décident de construire sur des drains qui servent à conduire l'eau pour que l'eau se déverse au niveau du Vouri, vous voyez qu'il y a du mal. Or, cette entreprise, elle n'a pas la décision de casser des habitations. Du coup, elle a arrêté d'évoluer dans ses travaux. Et hier, justement, le maire Roger Bassadine, ainsi que l'adjoint, le premier adjoint préfectoral, il y a une décision qui a été prise, du moins, je ne sais pas, c'est une résolution, en espérant qu'elle devienne une décision. La résolution, c'est que une campagne de libération des drains sera lancée dans les mois à venir. J'espère que si ça pourrait même se faire le mois prochain, ça serait une très bonne chose, parce qu'il est d'abord question de sensibiliser avant de passer à la répression. Et c'est ça qu'il faut apprécier également. C'est ce qu'il faudra apprécier s'agissant du gouvernement camerounais, c'est qu'on ne passe pas directement à la répression. On prend le temps de sensibiliser les populations, de libérer les drains, parce qu'il faudrait justement libérer. Alors, on va donner un délai, c'est ce qui a été dit, un délai sera donné aux populations. Si le délai est passé et que vous n'avez pas libéré, on va casser. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Autre chose, si vous avez remarqué, si vous avez regardé le journal de Canal 2 International, 19h50, il y a pas mal de reportages autour de ces inondations. Et bien sûr, après que les eaux sont redescendues sous le pont Bagna, et bien sûr ont été transportées par les drains jusqu'au fleuve du Vouri, on a remarqué des emballages plastiques de grande quantité. Ah oui. Près d'une tonne même, si je peux exagérer pour le dire. C'était incroyable. Ça prouve combien de fois les populations, les habitants, continuent de déverser les ordures dans les drains. Et
il manque chez nous, et là je vais justement m'adresser sans doute aux politiques de la mairie de ville de Douala, il faudrait, n'est-ce pas, habituer les populations à une politique de gestion des ordures. C'est-à-dire qu'on apprenne aux gens à trier les ordures. C'est-à-dire, ici on met des bouteilles, là on met des emballages plastiques, qu'on crée des espaces nécessaires où les populations vont facilement déverser ces emballages plastiques, qui sera, n'est-ce pas, récupéré et bien sûr transformé. Peut-être c'est fait, mais il faudrait que ça devienne une habitude chez nous. Or, cela n'est pas le cas parce que hier, justement, toute la route, le pont, était rempli de bouteilles plastiques. C'était énorme. De déchets, on trouvait de la nourriture, on trouvait des couches pour bébés, on trouvait des marmites. C'est-à-dire des gens, une marmite se pèse, quelqu'un jette dans le drain. C'est du fer. Ça ne va jamais pourrir, c'est du fer. Et quand c'est jeté comme ça, s'il y en a plusieurs, forcément ça va boucher. Et quand ça bouche, bah, bienvenue la catastrophe. Quand il y a les pluies, il y a les inondations. Donc, il y a la responsabilité des populations, il y a notre responsabilité, vous et moi. Sachons, n'est-ce pas, entretenir notre environnement. Exact. Lorsque, vous avez dit tout à l'heure, en introduisant, vous avez dit que le gouverneur a fait une descente. Effectivement, je crois que c'est du niveau de PK13, PK14. Exact. Alors, le gouverneur était là-bas pour, n'est-ce pas, soutenir une famille qui est partie. Un homme, une femme, c'est-à-dire le père et la mère ont perdu la vie dans un glissement de terrain. Les 4 enfants ont pu survivre, sont sortis de là indemnes. Alors, pourquoi? Vous savez, lorsque des gens vont construire, du moins, je ne sais pas, c'est une période de malheur, mais je ne vais pas, déjà toutes mes condoléances, mais vous voyez, les glissements de terrain s'observent constamment dans la ville de Douala. Et comme je l'ai dit, la mairie de ville également se bat, les sites ont été donnés, se bat également pour, n'est-ce pas, essayer de soutenir cela. Il y a des zones dont elle n'est pas arrivée, sans doute de ce côté-là. Et lorsqu'on construit sous des glissements des terrains, et quand il pleut énormément, il y a de fortes chances qu'un jour la terre va glisser. Mais je crois quand même que la question du plan d'urbanisation, comment ça se gère justement? Comment on obtient un titre foncier? Comment on obtient un terrain dans la ville de Douala? Vers qui on va? Comment est-ce que les gens se voient attribuer des terrains? Il y a toute une mafia autour, donc du coup, on va vous dire que non, à lundi ou bien à, je ne sais pas, c'est facile d'avoir un terrain après de tels montants parce que c'est reculé, c'est moins cher, etc. Mais écoutez, le moins cher coûte toujours cher. Absolument. Lorsque vous allez construire dans des endroits où il n'y a pas une étude de terrain, il n'y a pas la géographie, un géographe, je ne sais pas, un topographe, je crois que c'est des topographes, je ne sais rien. Donc lorsqu'il n'y a pas, on n'a pas étudié le terrain, on n'a pas étudié l'emplacement, on n'a pas validé, je ne sais pas. Lorsque vous le faites, il y a des risques qu'un jour, la maison puisse s'effondrer, ou du moins, c'est la terre. Et on a d'ailleurs observé que le temps du gouverneur était suffisamment lourd parce que face justement à ces enfants qui sont désormais privés de leurs parents, et quand l'un des enfants rendait ce témoignage, parce que quand il y a eu ce glissement de terrain, ils ont accouru dans la chambre de leurs parents et ils allaient vers là avant de faire le constat malheureux que l'endroit a été totalement affaissé, donc ils ont perdu leurs parents qui étaient engloutis sous la terre. Franchement, c'est très triste. Et on a aimé quand même le fait que le gouverneur sensibilise toutes les populations qui habitent ce quartier parce que ce n'est pas des lieux habitables. Donc, c'est très important. Oui, la descente du gouverneur est une très bonne chose. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, lorsque une autorité se déplace et arrive auprès des populations, vraiment, on est toujours ému. C'est une très bonne chose. Et ce que le gouverneur a fait, également ce que le maire de la ville a fait, ce sont des actes qu'il faudrait saluer. Moi, ce que je souhaite, c'est que, au-delà du fait que le gouverneur donne des conseils, que le gouverneur, n'est-ce pas, trouve un moyen d'accompagner ses 4 enfants. Peut-être, bon, je ne suis pas, je ne sais pas, mais ces 4 enfants aujourd'hui n'ont pas de père, n'ont pas de mère. Alors, pour le gouverneur, je suis sûr que partant de là, il a dû, n'est-ce pas, laisser un message de réconfort. Et nous espérons que dans les jours à venir, ces enfants pourront, n'est-ce pas, avoir la force de continuer, auront les moyens, n'est-ce pas, de continuer d'avancer. Parce que perdre ses parents, comme ça, là, de manière inattendue, et puis les deux, d'un coup, ça fait très mal. Ils sont 4, ils ne sont que jeunes. Et nous invitons donc les autorités de la ville de Douala à se pencher sur ce cas-là, pour que ces enfants-là ne deviennent pas des bandits plus tard, et qu'ils puissent continuer les études, si jamais ils allaient à l'école, pour qu'ils aient à manger, et pourquoi pas pour qu'ils aient un endroit où dormir. C'est ça que nous espérons. Mais après,
faudrait pas que ça suffise. Les conseils, c'est pas, ça veut rien dire. On donne des conseils, mais on donne des conseils, on prend des mesures. Mais après, il faudrait, n'est-ce pas, faudrait les appliquer. Voilà, s'assurer que les mesures sont appliquées. Hier, par exemple, le Canal International a présenté un reportage autour, n'est-ce pas, des mesures de sécurité qui ont été prises par le ministre des Transports pour lutter contre les accidents de la route. Et si vous avez regardé le reportage, beaucoup d'automobilistes eux-mêmes le disent. Chaque année, on va prendre des mesures dès qu'il y a un cas d'accident, mais après, est-ce que ces mesures-là sont, n'est-ce pas, suivies? Donc, il faut un suivi pour, n'est-ce pas, s'assurer de l'application de ces mesures-là. En tout cas, résolument, il faut adopter une attitude avant-gardiste. Être de l'avant-garde, c'est toujours mieux de prévenir plutôt que de guérir. Et on a admiré le fait que cette situation est mine de rien forcée. Donc, on va dire l'indulgence de plusieurs employeurs qui ont dû comprendre que ce n'était pas facile pour leurs employés de rallier les différents lieux de service. Donc aujourd'hui, heureusement, la nature est un peu plus clémente, c'est tant mieux. Encore beaucoup de courage à toutes les personnes sinistrées. Junior, c'est la dernière pour la route aujourd'hui, même pour la semaine. Ah oui, c'est la dernière. Il faut dire que nos journalistes au Cameroun travaillent beaucoup. Ça fouille, hein, ça bosse. Vous retrouvez des articles dans des journaux et puis vous dites, voilà, on est au Cameroun ou quoi? Voilà, quand je lis la presse, je me dis à chaque fois, mais on est vraiment au Cameroun. C'est soit vous avez des larmes aux yeux, soit vous avez beaucoup plus de larmes aux yeux que de la joie. Je crois que c'est la particularité de la presse camerounaise. On a beaucoup plus de larmes dans les yeux quand on lit les journaux le matin, plutôt de la joie, rarement. Vous aurez des unes, par exemple. On a bien envie d'avoir une qui va vous citer Jeux Olympiques, le Cameroun, 15 médailles d'or, mais malheureusement, vous avez une actualité sur laquelle le Cameroun n'a rien foutu. Donc du coup, ça fait mal à chaque fois de lire les journaux, de savoir que notre pays se porte vraiment mal et que on ne sait pas où trouver de l'espoir. Et surtout se pencher du bon côté. Parce qu'en fait, un échec, c'est une victoire en puissance. Il suffit de prendre acte de tout ce qu'on a en termes de limites, de travailler sur ces limites-là, et forcément, on aura de bons résultats. Allez, Junior Hussein, et puis aussi, le vrai bonheur, c'est quand on sort de sa zone de confort. Quand tout va bien, on rit, c'est facile. Mais quand il faut rire, quand ça ne va pas véritablement bien, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et nous vous recommandons d'ailleurs, chers téléspectateurs, allez, Junior, excellent week-end. Début de week-end. C'est parti. Hein. Je serai avec Fidil, je vais suivre Fidil, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais te suivre Fidil parce que... De toute façon, vous allez rester avec nous puisque on parlera de la revue littéraire. Nous sommes vendredi. Ah oui. Non mais justement, je tiens à présenter les excuses concernant la revue littéraire. On n'aura pas la revue littéraire aujourd'hui. On n'aura pas la revue littéraire. Bon, c'est pas bien grave. On va se rattraper vendredi prochain. Mais merci en tout cas d'être passé par ici. La faute, c'est que j'ai pas terminé l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler. Donc, pas grave, pas grave. J'ai été très secoué du coup, donc j'ai pas pu terminer le livre. Lundi est un autre jour et puis vendredi, vous reviendrez sur cette œuvre-là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, ce matin. Courez vers nos différents kiosques, tout en espérant que ces kiosques n'ont pas été inondés par les eaux d'hier. Mais allez-y, allez bien évidemment vous abreuver à la bonne source afin d'avoir toute la quintessence des informations parues dans les journaux ce jour. Et donc à suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, le docteur phytothérapeute Marcel Thiaguet qui va certainement vous entretenir sur un fait assez intéressant. On parlera aussi des différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Un 13 août, je rappelle que nous sommes le vendredi 13, donc on en parlera tout à l'heure. Mais avant, mesdames et messieurs, la pub. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.